La crise a rarement été aussi violente entre les États-Unis et une partie de l'Europe, la France en tête. Il faut sans doute remonter à l'invasion de l'Irak en 2003 pour trouver une telle violence. Vous incarniez alors la résistance aux Américains, Dominique de Villepin. Les derniers événements, résumons-les. Acte 1, Trump qui menace très directement l'Europe. À partir du 1er février, le Danemark, la France, l'Allemagne paieront 10% de droits de douane pour chaque produit arrivant sur le marché américain. C'est la vengeance pour ce qui se passe au Groenland avec l'envoi de soldats. Cela montera à 25% et cela jusqu'à un deal complet sur l'achat du Groenland. Acte 2, la réponse de la France par la voix d'Emmanuel Macron qui va demander l'activation d'un instrument anti-coercition. Ce sont des contre-mesures sur la limitation au marché, sur le gel des investissements. Est-ce que cette France-là vous plaît, qui répond aux États-Unis ? C'est l'attitude que l'on doit avoir face à des États-Unis qui perdent le contrôle de leur politique. Parce que ce que nous voyons, c'est une administration Trump qui est aujourd'hui dans une fuite en avant. Fuite en avant dans l'usage de la force, on l'a vu au Venezuela. Fuite en avant dans la tentation de la force, on a failli le voir en Iran. Et puis les États-Unis ont sans doute mesuré les risques qu'ils prenaient. Ils ont fait machine arrière après avoir adressé des messages très forts au peuple iranien et sans doute trahi beaucoup d'espoir de ce côté. Donc c'est un moment de vérité et c'est l'intérêt de l'Europe, qui dispose de grands atouts, que de saisir cette occasion pour ramener l'administration américaine à la raison. Et ce moment de vérité, nous devons le jouer avec beaucoup de fermeté parce que nous avons beaucoup de cartes dans notre jeu et que Donald Trump est pris en flagrant délit de déséquilibre. Il va trop loin dans une séquence qu'il ne maîtrise pas, où il ne marque pas de points. Au Venezuela, on fait un enlèvement à travers une intervention militaire très réussie. Mais la capacité qu'ils ont aujourd'hui à faire évoluer le régime vénézuélien, à mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place pour pouvoir exploiter le pétrole, tout ça reste très hypothétique et sans doute ne donnera pas de résultats avant de très longs mois, voire de très nombreuses années. Est-ce qu'il y a une part de folie, pas une folie au sens psychologique, mais une folie au sens hubris, excès, où ces États-Unis que rien ne semble retenir, ils vont sans fin? C'est le bon plaisir de la puissance. Mais c'est une puissance qui n'est pas maîtrisée, donc c'est une puissance fragile. J'avais coutume de dire en 2002, c'est le premier discours que j'ai fait devant les ambassadeurs français, comme jeune ministre des Affaires étrangères, qu'il y avait une vanité de la puissance. Et je répondais à Hubert Védrine qui parlait de l'hyperpuissance américaine. Il y a une vanité de la puissance quand elle n'a pas d'objectif politique, quand elle n'est pas maîtrisée, quand elle ne sait pas où elle va. Et donc les Américains prennent un immense risque aujourd'hui. Ils le prennent au Venezuela, ils le prennent au Proche-Orient, où rien n'avance, ils le prennent en Ukraine, où ils sont assez proches du ridicule, et ils le prennent aujourd'hui vis-à-vis des Européens, parce que va faire Donald Trump à partir du moment où les Européens disent très clairement que jamais ils ne reconnaîtront la politique du fait accompli. À partir du moment où les Groenlandais disent « nous ne voulons pas vivre sous la férule américaine ». Et c'est un point très important, parce que la souveraineté du Groenland, la décision du peuple groenlandais doit être évidemment au cœur de nos propres politiques. Mais tout ça crée une situation qui, pour Donald Trump, est très difficile parce que le pont de trop, la déclaration de trop, le geste de trop, et c'est toute l'administration Trump qui sombre dans le ridicule et qui aura à en payer le prix. Dominique de Villepin, est-ce que l'Europe joue en bon calibrage? Quand on revoit les images des troupes, alors c'est peu de choses, ce sont, il y a 15 Français je crois, on va revoir les chiffres exacts, mais enfin, il y a la présence des Français, des Anglais, des Allemands, même si elle est symbolique. Est-ce que c'est bien joué quand on voit ces images, de marquer cette présence-là et en quelque sorte de piéger peut-être Trump? C'est la réponse à tous ceux qui veulent croire que la diplomatie, le droit seraient désormais des disciplines dépassées et que tout cela serait renvoyé au calendrier grec face à la puissance. Rappelons-le, la puissance, quand elle est exercée sottement, et ça a été le cas des États-Unis depuis le début du XXIe siècle, eh bien, elle ne marque pas de points. Et non seulement elle ne marque pas de points, mais elle conduit à des situations de chaos. Nous l'avons vécu en Irak, on l'a vécu en Afghanistan, on l'a vécu en Libye, et nous-mêmes l'avons vécu au Sahel. Donc, c'est une leçon, c'est en quelque sorte un rappel à la puissance américaine que de constater qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et avancer
méthodiquement, avec mesure, comme le font les Européens. Il n'y a pas de volonté de narguer Donald Trump, simplement lui rappeler qu'il y a des règles et que ces règles, il faut les respecter. Et sinon, il y a un prix. Le point important dans ce que font les Européens, et dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est de dire que vouloir placer le Groenland dans l'orbite américaine, ça a un prix. Et ce prix, il est bien au-delà de l'intérêt, quel que soit l'intérêt du Groenland, de ce que pourraient espérer les Américains. C'est-à-dire que l'Amérique, elle change de catégorie. Elle devient un pays ennemi de l'Europe. Elle devient un pays voyou sur la scène internationale. Et ça, les Américains, je crois, ne sont pas du tout prêts à cela. Nous l'oublions pas. Il y a des midterms en novembre. Il y a aux États-Unis les difficultés même parce qu'il ne faut pas séparer la politique internationale de la politique intérieure. La police de l'immigration, l'ICE, à Minneapolis, eh bien c'est l'autre face de l'attitude du Trumpiste, de la politique trumpiste. Donc tout ça c'est un ensemble et nous voyons bien le risque qu'il y a à céder à la tentation autoritaire, à la tentation populiste, illibérale qui est en train de gagner les États-Unis. Est-ce que le panache... C'est un message fort qu'il faut donc adresser. Est-ce que le panache manque? Je vous lis à l'instant, est tombé il y a quelques minutes, la réaction du secrétaire général de l'OTAN. Il ne s'était pas montré très courageux, il l'appelait Trump papa. Non, et là, il continue un peu dans cette veine. Alors c'est très très modéré. Il dit « J'ai parlé avec le président des États-Unis concernant la situation sécuritaire au Groenland et dans l'Arctique. Nous continuerons à travailler à ce sujet et j'ai hâte de le voir à Davos plus tard cette semaine. » On ne peut pas dire que ce soit d'un panache fou alors que son organisation est en train de sauter. Vous savez, le panache, si on le traduit, ce n'est rien d'autre que le courage en matière politique ou diplomatique. Et c'est aussi l'expérience. Avoir du panache pour le panache, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais comment expliquer Il faut donc avoir la légitimité de l'action et c'est tout le sens. Claquer vraiment la porte parce que même, alors on ne parle même pas de ceux qui sont couchés, là on a ceux qui sont complètement couchés, mais même parmi ceux qui résistent à Trump aujourd'hui, on voit à quel point ils ont peur de lui. Oui, mais ils ont peur de lui parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Peur de quoi? Donald Trump va quoi? Envoyer l'armée américaine, 100 000 hommes au Groenland? Mais vous savez, il y a des choses qui tuent beaucoup plus que s'embarquer dans une telle aventure. Le ridicule, ça tue. Or, Donald Trump, il est là, hors de ses gonds, il est hors de ses sens. Et la communauté internationale tout entière le voit. Et c'est un discrédit qui pèse très lourd. Déjà, quand il s'est aventuré devant les Chinois pour augmenter les droits de douane, et qu'il a fait machine arrière, constatant que les Chinois mettaient dans la balance les terres rares, eh bien, Donald Trump a dû faire machine arrière. Donc, tous les bullies, tous ceux qui sont forts en gueule autour de lui, les Stephen Miller, doivent apprendre que sur la scène internationale, on ne fait pas n'importe quoi, sans quoi on en paye le prix. Je le redis, il faut mesurer à quel point les États-Unis, l'administration Trump, est engagée sur la scène internationale dans des théâtres où ils n'ont pas réussi à faire la différence. Le Venezuela, c'est l'impasse. L'Iran, en dépit des annonces faites par l'administration Trump, c'est l'impasse. L'Ukraine, c'est l'impasse. Je ne dis pas fiasco, je l'ai déjà dit. Et Gaza, nous sommes là aussi dans quelque chose qui n'est pas très sérieux du point de vue de la responsabilité des États-Unis. Donc, ce qui menace aujourd'hui l'administration Trump, c'est de ne pas être pris au sérieux par la communauté internationale. Alors oui, ils peuvent décider d'envoyer des soldats, ils peuvent décider de faire la guerre. Mais tout ceci, ça ne fait pas le crédit d'une politique. Ça ne fait pas le crédit d'une nation. On peut trépigner, on peut tempêter, on peut même envoyer des soldats et faire des bêtises. Ça ne fait pas la puissance d'un pays. Est-ce que l'OTAN peut crever de ça? Mais l'OTAN est déjà en très très grande difficulté. À l'époque du général de Gaulle, on pouvait déjà douter, il doutait de la vérité du soutien, du parapluie américain. Aujourd'hui, on le voit bien, et Donald Trump ne s'en est pas caché. Il n'est pas du tout sûr qu'il ait envie d'aller protéger tel et tel petit État européen. Donc, le choix que nous avons fait à l'époque, nous, d'une dissuasion tous azimuts, il était fondé. Tout ceci ressortait en grande partie de la solidarité qui existait entre nos deux peuples. Aujourd'hui, cette solidarité, on le voit bien, elle est de papier. Et il est temps que nous acceptions de mesurer, c'est la conséquence de ce que viennent de décider les Européens, de mettre en place un pacte de souveraineté européen. Ça veut dire qu'il faut que tous les États
et bien évidemment ensemble, faire un audit de nos forces et de nos faiblesses, de toutes nos dépendances, faire une évaluation des coûts que cela représente pour chaque État et pour l'ensemble des États de l'Union européenne. Et à partir de là, mettre en place, à travers une trajectoire pluriannuelle, une politique qui va nous permettre de faire face à toutes ces dépendances et de les corriger. Mais pardon, monsieur le Premier ministre, est-ce que la France, là, n'est pas un peu seule? Madame Meloni prend ses distances. Elle dit on a peut-être un malentendu avec Trump, mais elle est en train d'atténuer les choses. Son ministre de la Défense, monsieur Crosetto, se moque un peu de l'histoire de l'envoi de troupes. Il dit 15 Italiens, 15 Français, 15 Allemands au Groenland. Cela me semble être le début d'une plaisanterie. Oui, je crains qu'il ne se trompe. La véritable plaisanterie, c'est la politique que Donald Trump veut mettre en place. On peut se moquer des chiens de traîneau que les Danois ont mis en place au Groenland. Mais ce que fait Donald Trump n'est pas très sérieux. Et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, aller jusqu'au bout du raisonnement de Donald Trump. Pourquoi veut-il le Groenland ? On a compris que le Groenland avait des richesses difficiles à exploiter en ce qui concerne les terres rares. Le Groenland représente aussi un territoire stratégique. Territoire stratégique quand on voit le parcours des missiles balistiques, quand on voit le parcours des sous-marins chinois ou russes à échéance de la fonte des glaces. Donc il y a un intérêt stratégique. Mais ce territoire, il est à disposition en tant que de besoin pour les Américains. Il y a une base Pitoufik. Dans le passé, il y avait beaucoup plus de bases américaines. Donc ce n'est pas un refus de la part du Danemark ou des Européens de laisser les Américains exercer leur présence sur place. Mais monsieur le Premier ministre, pardon, c'est même le contraire. Rappelons même l'effet boomerang sur le Danemark qui a montré une servilité totale à l'égard des Américains. Et d'ailleurs, pendant la guerre d'Irak, alors que vous vous opposiez aux Américains, si on remonte dans le passé, on en parlera avec Thierry Breton dans quelques instants, dès les années 60, 2003, collaboration militaire avec les Américains contre l'Irak. C'est-à-dire qu'ils ont même donné, je crois, un sous-marin. Ils se sont précipités pour aider Trump, alors que vous et les Allemands, vous vous opposiez, pour aider Bush, pardon, à l'époque, vous vous opposiez aux Américains. Ensuite, il y a eu la collaboration pour espionner les Européens. Donc les Danois ont trahi l'Europe. Ils ont trahi l'Europe pour écouter les dirigeants européens. En 2025, l'extension des achats de F-35 américains, et ils reprennent maintenant le râteau dans la figure. Comment expliquez-vous ça? Oui, mais monsieur Darius Rochebin, il ne sert à rien aujourd'hui de faire le compte des manquements de tel ou tel pays, ou des humiliations. C'est plus que des manquements, là. On sent que c'est une logique profonde. Oui, mais ce qui compte, c'est de tirer les leçons. Je le dis souvent et dans tous les domaines, en politique intérieure comme en politique étrangère. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de ne pas regarder vers l'avenir et d'unir l'ensemble de nos moyens pour réagir face à Donald Trump. Donc ce qui compte, c'est la résolution commune et beaucoup va dépendre de l'Allemagne parce que nous connaissons tous les liens économiques, les liens historiques entre l'Allemagne et les États-Unis, mais l'Allemagne doit faire un choix. Est-ce que nous acceptons sans rien dire, la vassalisation de l'Union européenne par les États-Unis, sachant qu'il ne s'agirait pas uniquement de la vassalisation. Mais quand vous vous soumettez à un partenaire qui vous gouverne à coups de diktat, eh bien vous participez des aventures de ce pays. Ça veut dire que si nous nous soumettons, nous sommes alors entraînés par les Américains dans des aventures que nous ne voudrons pas. Je prends un exemple très important. Le combat que mènent les États-Unis, on le voit bien entre les lignes, et en particulier à travers le Venezuela, mais aussi au Groenland, c'est la Chine. Et nous sommes là dans la première étape de ce qui ressemblera à une mobilisation générale contre la Chine. L'OTAN se tournant vers l'Asie, l'ensemble des pays européens se tournant alors contre la Chine, et nous devrons, étape par étape, subir les diktats américains. Qu'est-ce que vient de faire le Premier ministre Mark Carney il y a quelques jours? Il s'est rendu en Chine et il a dit l'importance de diversifier les relations du Canada pour assurer la souveraineté du Canada. Eh bien nous devons diversifier nos relations avec l'Inde, avec les pays du Sud global, pour faire en sorte que nous n'ayons pas à subir la férule d'un État qui nous entraînera dans des aventures sans issue et qui nous ferait beaucoup souffrir. Mais pardon, allez au bout de votre pensée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit, se rapprocher de la Chine malgré les Ouïghours, de la Russie malgré l'Ukraine, de l'Inde malgré un certain nombre de manquements, etc. Au fond, retrouver une politique un peu non alignée. En aucun cas de se renier. Les droits humains, c'est essentiel, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de la Chine, il ne s'agit pas de transiger là-dessus. Mais il s'agit
d'être capable de construire des relations qui sont dans l'intérêt de l'Europe. Dans le cas de la Chine, nous devons nous battre pour établir un programme de réciprocité, faire en sorte que la pénétration chinoise en matière industrielle et technologique, ne nous laisse pas désarmer. Donc là aussi, il y a un combat à mener. C'est un combat politique difficile pour arriver à faire en sorte que nous ne soyons pas pillés sur notre territoire. Dominique Villepin, question très concrète. Si vous êtes président de la République en 2027, est-ce que la France reste dans le commandement intégré de l'OTAN? Vous rappeliez tout à l'heure la politique du président de la République, du général de Gaulle à l'époque, qui était sorti du commandement intégré de l'OTAN. En 2027, est-ce que vous y resteriez? Je n'étais pas favorable au choix qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008. Ce choix a été fait. Et je pars du principe que la diplomatie française, elle est une diplomatie sérieuse et qu'elle n'a donc pas à agir comme une girouette. Si les circonstances créent quelque chose d'irréversible entre les États-Unis et nous, nous verrons et nous prendrons les décisions qui s'imposent. Ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, avec nos partenaires européens et l'ensemble de nos partenaires de l'OTAN, nous puissions, à l'intérieur de cette OTAN, avancer vers une souveraineté européenne en matière de défense, mais à la lumière des événements des événements présents, ça paraît martien de rester dans l'OTAN alors que le membre principal veut voler un territoire associé à l'Union européenne. Ne jouons pas la crise. Ne jouons pas la crise. Elle est là, la crise. Non, aujourd'hui, nous sommes les agressés. Et nous devons faire face parce que nous sommes agressés aujourd'hui par Donald Trump. Nous devons réagir en agressé, pas de façon précipitée, réagir de façon proportionnée, et c'est pour cela qu'il y a des étapes. Il veut augmenter de 10% les droits de douane, ça met d'ailleurs par terre le précédent accord qui avait été signé. Augmentons de la même quantité les droits de douane. De 25% au 1er juin, augmentons de 25%. Mettons en place l'instrument anti-coercition, faisons en sorte d'appliquer en matière numérique le DSA et le DMA. Agissons de façon sérieuse. Et le moment venu, dans le cadre multilatéral qui est le nôtre, nous prendrons les décisions. Mais ce qui est important, parce que je veux aller jusqu'au bout de cette idée, c'est que Donald Trump doit mesurer l'étendue du désastre qu'il est en train de commettre. Donald Trump est en train de mettre par terre un siècle de puissance d'influence, de soft power américain. L'Amérique devient un pays qui fait peur. Un pays aujourd'hui qui ne rayonne pas à travers sa culture, son art de vivre. C'est un pays qui fait peur et c'est un pays qui se met en marge, même s'il est aujourd'hui encore le plus puissant sur la scène internationale. C'est un pays qui incite aujourd'hui tous les États à la prolifération. Parce que faire quand vous êtes menacé dans votre souveraineté? Vous vous dotez de la bombe nucléaire. C'est un pays qui incite les autres empires dans leur zone d'influence à faire comme lui, c'est-à-dire à agir en prédateur et en pays colonial. Pourquoi la Russie se gênerait? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils paieront la facture? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils paieront la facture? Je vous rappelle quand même, vous êtes opposé à l'invasion de l'Irak, qui était un crime. Envahir un pays sur la base d'un mensonge, c'est un crime. Voilà. Jamais aucun dirigeant européen n'a demandé de mesures judiciaires contre Bush fils. Jamais. Pas un seul. C'est un argument que j'ai souvent utilisé devant vous, Monsieur Rochebin. Pas un seul, pardon. Est-ce que c'est pas la preuve qu'en réalité, ils sont si puissants qu'à la fin, ils ne payent pas la facture? Nous changeons d'époque. Nous changeons d'époque. Nous voyons bien que George Bush, et c'est intéressant de voir l'évolution, George Bush a utilisé le multilatéralisme en venant aux Nations Unies en 2002. Il a poussé le plus loin possible une hégémonie qui se voulait encore bienveillante, mais qui était déjà extraordinairement nourrie de puissance. Mais Donald Trump franchit une étape supplémentaire. Donald Trump, aujourd'hui, balaye les règles de l'Alliance Atlantique et il installe une hégémonie coercitive, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu ce que l'Union soviétique faisait au temps de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il transforme l'OTAN en une sorte de pacte de Varsovie, même si la comparaison... il nous traite comme des Bulgares ou des Roumains ou des Tchèques à l'époque. Il intervient au Groenland comme il serait intervenu en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, à Budapest. Donc, je ne suis pas sûr, et c'est ça qui est important, que Donald Trump mesure exactement les conséquences des idées qui lui passent par la tête. Là,
c'est une idée dont il va mesurer la portée grandeur nature. Et il faut que cette idée, il en voit exactement les conséquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une phase où il faut lui cacher la vérité. Et donc que Mark Rutte essaye, que certains pays arrivent au Groenland avec des avions anonymisés pour ne pas avoir l'air d'utiliser... Les Allemands, apparemment, c'est Bild qui le rapporte. Il faut être prudent, mais Bild rapporte que les Allemands auraient volontairement voyagé en avion civil pour essayer de ne pas trop froisser les Américains. Mais nous ne sommes plus à un moment où il faut avoir ses pudeurs. Aujourd'hui, il faut placer Donald Trump devant la responsabilité de l'énorme bêtise, de l'énorme sottise qu'il a commise en prétendant vouloir occuper le Groenland, le rallier au territoire américain. Regardez, il avait commis la même sottise avec le Canada, avec le canal de Panama. Regardez ce qu'il en est. Là, Donald Trump a le choix de persévérer dans l'erreur. Et cette faute, elle va grandir et elle va coûter de plus en plus cher aux États-Unis, ou au contraire, eh bien, d'essayer de trouver un arrangement. En tout état de cause, il faut que les Européens soient fermes sur les principes. On ne joue pas, on ne négocie pas la souveraineté d'un peuple et d'un État. Monsieur le Premier ministre, quand on voit ce qui s'est passé avec la prix Nobel vénézuélienne, qui va donner son prix Nobel, même si ça n'a aucun sens juridique, rien, mais enfin il la donne, alors la scène est complètement baroque, comment vous regardez cette image ? Il y a beaucoup de naïveté de la part de Corina Machado, beaucoup peut-être aussi d'illusions, parce que je ne doute pas qu'elle soit animée par de bonnes intentions. Elle veut vraiment convaincre. Dans l'intérêt du peuple vénézuélien, et c'est cela qui est tragique dans la confiance quand elle est trahie, dans l'intérêt du peuple vénézuélien, elle aimerait que Donald Trump assume ses responsabilités et fasse en sorte, par exemple, que les prisonniers politiques qui sont toujours dans les prisons au Venezuela puissent être libérés, qu'il puisse y avoir une transition démocratique, qu'il puisse s'esquisser. Donc je crois qu'elle a de bonnes intentions, mais elle n'a pas très bien compris exactement qui était à côté d'elle. Et pourtant, si on pense contre nous-mêmes, est-ce que ça n'est pas justement calibré de la part de Trump? Il sort de là, on lui pose la question, mais enfin pourquoi, puisqu'elle vous donne son prix Nobel, pourquoi vous ne lui donnez pas le pouvoir, et au lieu de ça, vous confortez la vice-présidente communiste? Et il dit, mais moi je ne veux pas faire les erreurs de Bush Junior, je ne veux pas renverser le régime, je veux un protectorat, les dominer, défendre les intérêts américains, mais pas de prise de risque, pas de troupes au sol, pas de danger, je veux que les intérêts des États-Unis. Est-ce que c'est pas bien joué au fond? D'un point de vue cynique. Mais quel est le crédit qu'on peut faire à une diplomatie qui dit ouvertement, moi ce qui m'intéresse c'est le pétrole du Venezuela. L'influence. Mais quelle influence? Les intérêts de puissance. Mais vous pensez que les Sud-Américains, que les Latino-Américains ne sont pas comme nous, marqués par un certain nationalisme, par un esprit d'indépendance, par une volonté d'être respectés? Je connais bien le Venezuela, j'y ai grandi. Je peux vous dire que le nationalisme anti-impérialiste des Vénézuéliens est sans doute l'un des plus forts d'Amérique latine. C'est le pays de Simón Bolívar, c'est le pays de San Martín, c'est le pays de Miranda. On ne piétine pas la dignité des peuples de cette région. Pas pour l'instant, regardez, elle serre la main du patron du CIA. Mais monsieur Rochebin, vous êtes naïf. Peut-être. Vous tombez dans le piège. Je vous redis, au Venezuela, Donald Trump n'a marqué aucun point. Et toute l'Amérique latine est sous l'influence économique de la Chine, qui a joué beaucoup plus habilement. Regardez l'Argentine. Monsieur Milei, qui est un très proche de Monsieur Trump, mais les Chinois sont omniprésents en Argentine. Donc, je dis et j'insiste, cette politique ne marche pas. Et elle crée un rejet des États-Unis extrêmement profond et sans doute durable. C'est pour cela que, ne nous trompons pas, on veut croire que les États-Unis sont au sommet de leur puissance. Sans doute sont-ils là en train de donner des signes d'un déclin manifeste, au lieu d'une destinée manifeste. Dominique de Villepin, la force de la France, on est très frappé de voir, je reviens à ça, parce que c'est une scène initiatique, ce qui a été possible en 2003, ce que vous avez fait, ce que Chirac a fait, vous opposant aux États-Unis. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas refait, en tout cas pas avec le même panache. Par parenthèse, votre discours, est-ce que les Américains l'avaient avec leur moyen d'espionnage quand vous le prononcez? Non, pas du tout. Non, c'est tout l'intérêt de l'avoir écrit et terminé dans la nuit et retravaillé dans le Concorde. Quand vous le lisez, le fameux discours, le cher et vieux pays, etc., personne ne le connaît. Jérôme Powell, Colin Powell et Jacques Trot tombent de leur chaise. Ça se voit d'ailleurs sur leur visage. Non, ils ne savaient rien. Avec un peu de provocation, cette Amérique-là, cynique, brutale, est-ce qu'elle n'est pas paradoxalement plus crédible que Colin Powell avec son mensonge, avec sa fiole, etc., où tout était bidon? Mais le même mensonge est là.
Le Venezuela qualifié de pays narcotrafiquant, c'est le même mensonge. D'ailleurs, les charges ont été abandonnées à New York sur ce chapitre-là. Ils ne sont pas crédibles. Que l'armée vénézuélienne et un certain nombre de milices participent de réseaux mafieux, le cartel des Soleils. Très bien. Mais est-ce que pour autant les accusations tiennent ? Je pense que rien n'a changé. Et nous avons les mêmes choix devant nous, la même volonté. Là où la chose a été difficile pour Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, c'est que nous sommes engagés dans un processus où nous voulons entraîner les Américains avec nous en Ukraine. Et donc au moment où nous développons cette négociation sur l'Ukraine et où la France a pris le leadership de la coalition des volontaires, eh bien il faudrait au même moment dire des choses un peu difficiles à Donald Trump. Et c'est cette dualité qui est difficile à construire. Donc je reconnais qu'il y a des contraintes, je reconnais que sur le choix des moyens, il faut sans doute faire preuve de réalisme, mais il n'empêche qu'on ne doit pas transiger sur les principes et sur la feuille de route qui doit être la nôtre. La nostalgie gaullienne. Rarement le général de Gaulle a été autant invoqué. Dans quelques instants, avec Thierry Breton, ce sera très intéressant. On prendra vraiment chapitre par chapitre ce qui font les forces de la France aujourd'hui. Si la France peut parler un peu plus fort que les autres à Trump, c'est grâce au nucléaire civil, au nucléaire militaire. Beaucoup d'héritage gaullien. Mais sur la scène intérieure, tout à l'heure, cette semaine, Gabriel Attal était notre invité. Il disait là, bien sûr, il faut maintenir la Ve République, mais ce sera le temps des coalitions. C'est fini l'idée d'une verticalité, d'une majorité unique qu'on retrouvera en 2027. Est-ce que vous le croyez, ça ? Non, je ne le crois pas et je crois qu'il y a quelque naïveté à le croire. Évidemment, c'est difficile, mais ça a toujours été difficile d'avancer politiquement. Le budget nous montre qu'il n'y a pas de majorité, mais aussi qu'il n'y a pas de méthode et enfin qu'il n'y a pas de cap. Mais il y a des réponses face à cela. Mais pardon, vous croyez qu'on retrouvera une bonne grosse majorité, comme on disait, une vraie majorité avec un Premier ministre qui peut compter sur elle, un président qui lui correspond comme au beau temps de ce qui a existé pendant si longtemps ? Mais les temps ont changé, donc la bonne grosse majorité, sans doute pas. Mais la nécessité d'une majorité, la nécessité de gens responsables qui acceptent ensemble d'avancer sur des compromis, je crois que c'est le cœur de la démocratie, c'est le bon fonctionnement de toutes les institutions. Et c'est ce qu'on voit en Europe. Là où nous péchons, c'est que nous n'avons pas été capables de mettre cela en place, faute d'habitude et d'expérience. Donc, sur le budget, il faut être capable de construire une trajectoire pluriannuelle. Nous essayons tant bien que mal de ficeler un budget avec des bouts de ficelle. Ce n'est pas suffisant. Il faut une trajectoire pour arriver à l'objectif de 3%. Il faut également, et nous le perdons de vue, mais l'enjeu de souveraineté nous le rappelle, il faut un pacte productif en France. Il faut remettre notre économie en marche avec des exigences d'innovation, avec des champions. Tout cela est un immense travail qu'il nous faut faire. Donc satisfaire à ces objectifs sans jamais perdre le cap de l'exigence de justice sociale. Et c'est pour ça que Sébastien Lecornu, qui a une tâche terriblement difficile, il y avait quelque chose d'un peu surréel à le voir nous présenter son budget avec tout ce qui est accordé à tous les Français qui le méritent à bien des égards, les agriculteurs, les jeunes, les retraités. Mais en face, il n'y avait pas la partie correspondante des recettes nécessaires. Et donc, tout le travail reste à faire. Et ce que je veux croire, c'est qu'il y ait des partis, non pas seulement qui acceptent de participer à un pacte de non-censure. Le pacte de non-censure, aujourd'hui, c'est un pacte de défausse. Il faut aller plus loin et il faut que l'esprit de responsabilité permette à des partis républicains de se singulariser. Ce jeu politique où nous assistons depuis des mois et des mois à des partis politiques qui n'assument pas leurs responsabilités, c'est tragique pour la classe politique française. Dominique Villepin, vous n'êtes pas encore candidat formellement. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans le temps de l'élection présidentielle. Vous ne m'avez pas parlé de l'élection. Vous n'êtes pas dans le temps, ok. Vous ne m'avez pas parlé de l'élection présidentielle. Vous m'avez parlé. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé de l'Amérique latine, on a parlé du Groenland. Et c'est moi que vous traitez de naïf. Bon, enfin, Qui est naïf ? Vous ne me voyez. Naïf ? Oui, naïf. Vous ? Non, là, vous êtes malicieux. Vous êtes là à me jeter le fruit confit de l'élection présidentielle qui arrive au milieu du cake par surprise, mais qui n'a aucune place sur cette table entre nous. Ce n'est pas le moment. Par contre, il y a un combat à mener.